Bien, bonjour à tous. Merci d'être là aussi nombreux cet après-midi pour ce moment de retour d'expérience et de partage avec vous que je souhaite le plus interactif possible. Donc, n'hésitez pas si l'envie vous brûle de lever la main. J'essaierai de répondre aux questions au fur et à mesure. Donc je suis Bruno de Samorera, le fondateur d'Histovery, qui est une jeune pousse française qui explore comment apporter les bienfaits du digital au service de la culture et plus précisément de la valorisation du patrimoine. Alors, je vais passer un peu la chambre de Charles Quint qui fait du bruit. Voilà. Donc, en guise d'apéritif, vous aviez à l'écran la chambre de Charles Quint reconstituée aux premières moitiés du XVIe siècle au château de Chambord. Donc le château de Chambord, c'est un des sites que nous avons équipé avec une solution de visite augmentée. Alors ce que je vous propose de faire, c'est un petit exposé, peut-être une vingtaine de minutes, pour essayer de faire le tour de ce concept de la visite augmentée. Qu'est-ce que c'est ? Et comment est-ce que cela peut justement valoriser le patrimoine au service du... Je ne sais pas si vous m'entendez, le micro coupe un peu et qu'il y a des petits soucis de micro, mais je ne sais pas. Alors est-ce que on va voir si c'est mieux. Alors surtout, dites-moi si vous entendez plus. Hein. Moi, je me rends pas compte. Donc, la visite augmentée que nous proposons, elle commence avec l'Histopad. Donc l'Histopad, c'est ça, c'est une tablette tactile que vous allez pouvoir trouver à l'entrée du musée ou du monument. Il y a plusieurs formules économiques, on pourra en parler pour ceux que ça intéresse après. D'ailleurs, pour orienter un peu ma présentation, qui dans la salle a un lien direct avec une institution culturelle et se pose des questions de valorisation au regard de son public, de ses visiteurs, etc. Donc il y en a un nombre certain. Qui est venu par curiosité intellectuelle, goût de découverte D'accord, donc c'est la majorité. Très bien. Donc, il y a plusieurs formules économiques, disais-je, puisque au château de Chambord, pour avoir l'Histopad, il va falloir débourser 6,50 €. C'est le même prix d'ailleurs, par exemple, à la Conciergerie de Paris, alors qu'au Palais des Papes d'Avignon, depuis maintenant une grosse semaine, c'est inclus dans le prix du billet de visite du Palais des Papes. Donc il y a plusieurs modèles économiques. En tout état de cause, c'est toujours pour satisfaire le très grand public. Alors, le principe de base, c'est de permettre aux visiteurs de déambuler librement dans l'institution, d'être géolocalisé à tout moment pour savoir où il est, où il peut aller, ce qu'il a vu et ce qu'il n'a pas vu. Donc pour gérer sa visite. Souvent, les gens n'ont pas le temps de tout voir et ils sont très contents de pouvoir optimiser leur temps en faisant leur choix en connaissance de cause. Et puis, en fonction des endroits où je vais me trouver et de la nature même du lieu, je vais pouvoir découvrir l'invisible. Et ça, c'est d'abord, et le plus spectaculaire, c'est le voyage dans le temps. Et donc, je vais pouvoir être immergé dans une reconstitution du passé, là où je me trouve. Je vais vous montrer ça tout de suite, ça sera plus éloquent que mes mots. Et puis, je vais aussi pouvoir interagir avec ce qui est visible, ce qui est bel et bien là, donc les collections exposées du musée peuvent être, elles aussi, sujets à une augmentation pour que mon plaisir et mon intérêt, et surtout ma curiosité de visiteur, soient réveillés. Alors, je vous propose de partir pour commencer à Chambord. Donc,
Je vais faire des petites manips uniquement pour vous faire la démo. Bien évidemment, le visiteur, lui, une fois qu'il a l'histopad, il ne fait rien d'autre que de évoluer librement et les choses se passent à l'écran de façon assez automatique, hein, puisque ça dépend de là où vous vous trouvez que les choses se déclenchent et que vous allez pouvoir faire un certain nombre de choix qui consistent principalement à cliquer sur l'écran, ce qu'aujourd'hui tout le monde sait faire. Donc on n'est plus du tout dans un rapport à un objet informatique, c'est une tablette et ce que je vois me permet d'avoir accès à des infos. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'exclut aucun visiteur, ni les plus jeunes, bien évidemment, ni les plus anciens. Et on en a la preuve et la démonstration tous les jours. Alors, je disais qu'on allait à Chambord. Je vais faire une petite manip parce qu'il faut que je fasse... Excusez-moi pour ça, il faut juste que je change mes petits trucs là pour vous montrer ce que je... Alors, Chambord, tout le monde connaît. La photo est très pixelisée. Vous découvrez les somptueux jardins qui ont été reconstitués et rouverts au public cette année. Et donc, Chambord souffre d'une réputation qui est fausse, qui est celle d'être vide, ce qui n'est pas vrai. Mais ce qui est vrai, c'est que le visiteur qui rentre à Chambord peut avoir l'impression de ce vide. L'architecture est intacte, elle est triomphale. On reconnaît le fameux escalier à double révolution de attribué à Léonard de Vinci. Et évidemment, la déambulation dans les 140 et quelques salles ouvertes à la visite font qu'il y a cette impression d'une magnifique architecture, mais dont les décors de l'époque de la Renaissance ont disparu. Évidemment, la plupart des éléments de la collection sont plus récents. Par exemple, si je vous emmène dans cette salle, qui s'appelle aujourd'hui la salle d'évocation de la chasse, ce sont des éléments du 19e qui remontent à l'époque du comte de Chambord. Donc il y a énormément de choses à voir, mais pas forcément la Renaissance, pas forcément François Ier, pas forcément Léonard de Vinci, alors que le monde entier qui vient à Chambord, un visiteur sur deux n'est pas français, est venu pour la Renaissance. Et donc la promesse de l'histopad, ça va être de vous emmener à Chambord, au premier Chambord, au Chambord de la première moitié du XVIe, au Chambord de François Ier. Pour ce faire, vous allez pouvoir vous promener dans le château avec votre histopad et quand vous arrivez dans une de ces salles, vous allez pouvoir scanner une porte du temps. La porte du temps, c'est un élément qu'on a installé dans le château, qui est bien visible, qui est tangible, qui est au centre de la salle, qui est facile à trouver. Et en le scannant, vous allez être donc transporté dans la reconstitution de cette salle, là où vous vous trouvez, telle qu'elle pouvait être au XVIe siècle. Alors, je vais le faire devant vous. C'est pas très aisé de le faire avec les câbles, mais c'est pour que vous puissiez comprendre et voir. Et la porte du temps, donc elle se trouve au milieu de la salle. Et alors, je vais vous demander un petit exercice de mémoire. Je voudrais que vous vous souveniez de cette image. Parce là, c'est aujourd'hui. Donc là, imaginez que vous êtes visiteur, vous êtes là, physiquement là. Vous voyez ces fenêtres, vous voyez cette cheminée, vous voyez cette espèce de barque attelée. Bon, ça, c'est la salle où nous sommes, ok? De l'autre côté, cette salle, elle ressemble à ça. On aura vu le nord et le sud. Voilà, elle ressemble à ça. Ça, c'est dans votre dos. Vous êtes entré par la porte du fond et dans votre dos, il y a ça. Ok? Donc, vous êtes là. Donc, souvenez-vous que vous êtes là. Et maintenant, nous allons partir là, mais en 1539. Alors, on y va. Alors, je vous montre déjà la porte du temps, à quoi ça ressemble. La porte du temps, c'est une image qui ressemble à ça. Donc, en l'occurrence, c'est une pièce à l'effigie de François Ier. Donc, je vais m'en servir tout de suite. Ça, c'est ma porte du temps de poche, si je puis dire, pour faire mon petit voyage devant vous. Je prends mon truc. J'en profite pour vous dire au passage que c'est en 12 langues. Donc la première chose que va faire le visiteur, c'est de choisir sa langue.
Et en choisissant sa langue, il a ensuite, évidemment, tous les contenus. Donc 12 langues, c'est beaucoup. Alors, vous avez un casque audio qui est remis à l'entrée, avec la possibilité de mettre ça sur vos oreilles. Donc là, je le simule avec ce truc. Donc ce qu'on entend... Oula. Non, c'est bon. Donc, vous allez entendre tous ce que vous entendriez, évidemment, dans votre casque, puisqu'il n'est pas question de faire une cacophonie et de gêner vos voisins. Bon. Donc, on a dit, je vous ai montré l'image, vous vous en souvenez, que je ne me gourre pas. Donc, ça veut dire qu'on est à peu près comme ça. Okay. Donc là, on est en 2017, vous êtes là, je suis rassuré. Et donc, je rentre dans la salle, et je m'approche de la porte du temps, et je la scanne. Donc, ça part tout seul, j'ai pas beaucoup à réfléchir. Et je suis maintenant transporté dans le logis de Marguerite d'Angoulême, la sœur de François Ier, reconstituée devant vous. Alors je me suis gouré parce que ça c'est le mur du fond. Je recommence. Non, parce que les portes du temps, elles ne sont pas placées n'importe comment. Voilà, on va y arriver. Tac, tac, voilà. Ça marche? Bon. Allez, deuxième essai. Donc, ah, voilà, c'est plutôt ça. Donc on retrouve les fenêtres, on retrouve la cheminée, on va entendre le feu crépiter à l'intérieur. Il y a un petit tutoriel, c'est tous les écrans jaunes, c'est pour m'aider, puis ça disparaît. Alors il me dit, voilà, tu peux cliquer là-dessus, alors d'accord. C'est pour si vous êtes seul et que personne n'est là pour vous expliquer. Il vous l'explique une fois, après il vous embête plus. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est... là, ça c'est pour vous permettre de comprendre que là, vous voyez, je peux regarder le plafond, je peux regarder le sol. Je suis immergé dans cette reconstitution. Et tout ce que vous voyez à l'écran a fait l'objet d'une validation scientifique. Est-ce que vous m'entendez sans le micro? Bon. C'est-à-dire que donc on a nommé, alors Chambord, hein, pas Estovery, Chambord a nommé un comité scientifique. Ce comité scientifique était composé des experts, en l'occurrence, je vais en citer quelques-uns, Thierry Crépin-Leblond, le patron du Musée national de la Renaissance à Écouen, Monique Châtenay qui a écrit plus de 20 bouquins sur les mœurs et les usages à la cour à la Renaissance, Luc Forlivesi, le conservateur général de Chambord, Monique Barbier, bien connue conservatrice spécialiste des tissus, j'en oublie d'autres. Disons, il y a un comité scientifique permanent et puis on peut appeler des guest stars sur des sujets très pointus où là on a besoin vraiment d'une expertise mais qui viendra peut-être une fois ou deux. Par exemple, Bruno Loriot pour la gastronomie. Là, il nous faut vraiment quelqu'un de pointu qui va nous dire à quoi ça ressemble, un pan faisandé et son brouet, bon, voilà, etc. Donc, je suis dans la salle. Pardon si ça vous donne un peu le tournis. Quand on l'a dans les mains, on fait ce qu'on veut, on est tout à fait à l'aise. Et je vais pouvoir cliquer sur les petites loupes pour avoir dans ma langue l'explication de ce que je vois. Donc là, l'idée, c'est que j'interroge la reconstitution pour découvrir et apprendre sur l'époque. Donc on peut continuer. Là, j'ai un jeu d'échecs. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de table, un jeu d'échecs, constitue l'un des passe-temps favoris de la cour. Il se joue sur un tapis. Alors là, on apprend moins parce qu'on connaît le jeu d'échecs. Mais là, ici, qu'est-ce que c'est? C'est la traduction française du Nouveau Testament par Jacques Lefebvre d'Étaples. À la fin de sa vie, le célèbre humaniste s'est retiré auprès de Marguerite de Navarre pour poursuivre son œuvre. Alors c'est plus ou moins érudit selon les sujets et aussi selon l'envie du visiteur de s'y intéresser ou pas. Outre les petites loupes, il y a des gros plans. Donc là, je vais pouvoir en quelque sorte zoomer, m'approcher de cette table de toilette pour en savoir plus sur les différents éléments. Un coffret à bijoux, un mortier à phare, un pot à onguent, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors vous voyez ici la porte qui est là, à votre gauche. Cette porte, elle est fermée et vous n'avez pas accès aux pièces derrière. Et maintenant, si je regarde le mur, je fais tomber le mur. Et je vais voir les pièces qui existent, hein, bel et bien, mais qui ne sont pas ouvertes sur le parcours de visite.
Et je peux y aller, donc qu'est-ce qui se passe là-haut? Et là, on va m'expliquer, si je clique en fait sur la loupe, pardon, ça c'est... On va m'expliquer si je clique sur la loupe, que c'est une pièce d'entresol sans cheminée, accessible seulement depuis l'oratoire. Alors l'oratoire, c'est celui qui est en dessous, qui est là, et effectivement, on va m'expliquer que Marguerite se retire ici pour prier sur un prie-dieu face à la fenêtre pour y aménager un hôtel de fortune, etc. L'air de rien, ce qui est en train de se passer, c'est que je progresse dans la visite et je découvre des tas de petites choses et c'est long, pas plus long qu'une phrase qu'on essaye de garder courte. Et ce qu'on observe, c'est que le comportement du visiteur dans ce rapport à la connaissance, au lieu d'être dissuadé de lire un pavé de texte imprimé en grand sur le mur, ce qu'il refuse de faire aujourd'hui ou qu'il n'a plus le courage ou la force de faire, et bien là il se prend au jeu et c'est beaucoup plus digeste. Et l'air de rien, il se remet à lire. Il se remet à lire et après on mesure même, vous allez voir comment on le mesure, parce que ce que je vous dis c'est pas mon impression subjective, c'est ce que la machine nous permet de savoir. Eh bien, il se remet à quasiment tout lire. Alors pas tous, hein, et pas tout le temps. Mais vous avez un petit côté, attends, j'ai pas tout vu, j'ai pas fini. Voilà. Et donc je profite de la visite et ça m'intéresse de faire le tour du truc. Alors par exemple ici, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Alors ça, c'est un objet interactif. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une pomme de senteur. Alors pour les experts parmi vous, c'est donc un bijou féminin. Ça tombe bien, on est dans la chambre d'une belle dame. Ce bijou féminin, il se porte comme autour du cou. Et vous voyez, je clique dessus. Hein. C'est moi qui ouvre le truc en cliquant dessus. Et en cliquant dessus, je fais apparaître ces petits compartiments. Alors là, c'est celui du citron. Là, c'est celui du clou de girofle. Il y en a d'autres. Et je peux explorer l'objet et découvrir que, eh bien... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la chasse au trésor pour les enfants. Mais pas que pour les enfants. On peut le prouver. Donc, c'est un écu d'or du Dauphiné à l'effigie de François Ier que j'ai trouvé et qui vient se ranger dans mon coffre. J'ai trouvé ma première pièce d'or. Si je trouve toutes les pièces d'or cachées un peu partout dans le château, j'aurai la clé secrète qui m'ouvrira la salle secrète que pour moi. Carton. Parce que alors là, qu'est-ce qui se passe? La visite des vieilles pierres par les plus jeunes devient fun. Et donc, ils deviennent moteurs. Et donc, eux aussi, maintenant, ils veulent tout voir et aller tout voir. Donc, si les enfants sont contents, les parents sont contents. Et les grands-parents sont contents aussi. Donc, c'est le bon moment de culture partagée en famille qui a lieu dimanche après-midi quand on va à Chambord. Et ça, on le mesure tous les jours. Alors, cette possibilité-là me permet aussi de... Alors, je peux dire que j'ai vraiment bien aimé cet objet, cette pomme de senteur, où j'ai bien aimé la salle où il se trouve. Donc, je clique sur le petit cœur qui mémorise l'élément dans mon album souvenir. Et là, je suis revenu au présent. Je suis allé un peu vite, pardon, mais je suis revenu au présent. C'est-à-dire que je suis dans la même salle. Vous reconnaissez cette espèce de barque attelée, n'est-ce pas? Bon. Donc là, j'ai quitté le 16e et je suis dans la salle où nous sommes tous aujourd'hui. Et je retrouve des fonctionnalités que vous connaissez bien. Par exemple, l'audioguide. Et là, la bande-son existe. Et si je... Qu'à dormir la nuit. Ces dimensions sont impressionnantes, à la mesure de tout. Et libre à moi d'écouter tout, la moitié, etc., bien sûr. Et puis, tout ce qui m'entoure et qui est bel et bien visuel, je vais pouvoir interroger ce que je vous disais tout à l'heure, interroger le visible. Donc, qu'est-ce que c'est que cette tenture? On y va. C'est une tenture des chasses du roi français, du roi François. C'est celle du départ pour la chasse. Alors là, la tenture des chasses du roi François est réalisée à la demande de Marie de Médicis, la veuve d'Henri IV, etc., etc. Donc je peux lire, hein, ça c'est le cartel classique, en 12 langues. Donc imaginez, hein, fournir en 12 langues cette information. Et puis, je peux zoomer dans l'œuvre. Donc ça m'intéresse particulièrement d'aller voir un détail ou de poser une question sur un détail. Qui est ce personnage? Ou qui est celui-ci? Celui-ci, on l'a reconnu, c'est la figure de François Ier. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, je suis avec un outil qui me permet de mieux profiter du musée. Parce
que là, on est plus dans une fonction musée, où il y a des éléments tangibles et bien visibles autour de moi que je peux interroger. La tablette ne fait pas obstruction à cet objet. Vous voyez comment je la tiens? Elle est là. Elle vient en support de ma relation à l'objet. C'est très important, parce que bien sûr, personne ne vient à Chambord pour faire de la tablette. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'augmenter l'expérience du visiteur et de se mettre au service du monument et de sa visite. Et donc, c'est toujours le visiteur qui décide. Ce qui est moderne et ce qui correspond à son attente d'aujourd'hui, c'est que c'est lui le patron. Il tient le truc dans ses mains. Il n'écoute pas le prof lui dire et lui parler au rythme du prof et dans l'ordre d'intérêt du prof. C'est lui qui décide tout. Vous savez, le public moderne, qui est maintenant ultra équipé, avec toutes ces sollicitations culturelles et de loisirs plus ou moins numériques toute la journée, il est devenu volage, impatient, exigeant, compliqué. Donc, lui donner le pouvoir et qu'il soit lui-même, ou qu'il ait l'impression en tout cas de faire ses choix, c'est déjà, je dirais, l'accueillir mieux. Et par exemple, là dans cette salle, donc on a vu le présent, je vous montre la fonction géolocalisation, c'est le plan là qui est en bas à droite, qui est toujours accessible. Je suis dans le plan et je suis là. Donc le petit point vert qui clignote, vous voyez, je tourne, le truc tourne, voilà, c'est moi. Bon. Et je suis donc dans la salle d'évocation de la chasse. Je suis donc au 2e étage du château de Chambord, qui est grand comme ça. Donc rien que le 2e étage, je peux y rester plusieurs heures. Et dans cette salle, eh bien, j'y suis allé, donc c'est devenu bleu. Donc ce que j'ai vu devient bleu. Donc ça m'aide à optimiser mon temps et à savoir ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu. Et avant d'aller peut-être au 3e étage, découvrir si un espace m'intéresse, je peux même me dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller sur la terrasse sud? Ah oui, ça j'ai envie d'y aller, j'y vais. Bon. Il y a des choses plus pratiques pour les institutions. Par exemple, ça permet aussi d'informer le visiteur qu'il lui reste très exactement 5 minutes avant que le château ferme. Il est quelle heure là? C'est l'horaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir dans 5 minutes un petit message, ça ferme, merci beaucoup, au revoir, il faut sortir. Enfin, poli, hein. Bon, donc, alors, on a vu le passé reconstitué, on a vu le présent interprété, on a compris qu'il y avait de l'image et du son et plein de sources médias différentes, de la 3D interactive, de la photographie, donc de la 2D qui peut être de plusieurs sources, du dessin, de l'image, etc. Il peut aussi y avoir de la vidéo. Il n'y a pas tellement de limites techniques à la jouabilité de tout type de médias par ce type de dispositif. Je vais vous montrer après, ailleurs, ce cas-là. Et je termine en vous montrant la maison. La maison, c'est moi, c'est ma visite. Alors, j'ai mes favoris. Mes favoris, je vais pouvoir les recevoir chez moi si je donne mon email. J'ai mon coffre à trésor. Si je termine aussi la visite, j'aurai la récompense, enfin la chasse au trésor. J'ai le souvenir que je peux envoyer à quelqu'un, à moi ou à un ami. Et puis j'ai le livre d'or, où là, à la fin de la visite, on vous demande de bien, enfin si vous le souhaitez, c'est tout à fait libre. À ce moment-là, vous pouvez mettre une note sous forme de petite étoile. Est-ce que vous avez aimé la visite? Qu'est-ce que vous pensez de l'Histopade? Et qu'est-ce que vous pensez de l'expo temporaire, sachant qu'à Chambord, il y en a tout le temps une, hein, une expo en remplace une autre. Bon. Et puis ensuite, je peux mettre un petit, si je veux, hein, toujours un petit commentaire, et laisser aussi mes coordonnées. Donc là, il y a le côté un peu TripAdvisor de Chambord, qui permet ainsi d'avoir les avis de ses visiteurs par l'Histopade. Voilà. Alors, je vous propose de m'asseoir. Et je vais continuer à faire la même chose, mais je vais le faire du bout du doigt, ça m'évitera de gesticuler devant vous. Et c'est une fonction qui existe notamment pour pouvoir accueillir les publics empêchés ou avec handicap. On a donc à chaque fois une version spéciale pour les PMR qui leur permet, depuis leur chaise, en quelque sorte, de visiter la totalité du monument et donc de ne pas être pénalisé. Par exemple, à Chambord, c'est impossible de monter dans les étages aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre solution que l'escalier de Léonard de Vinci qui est difficilement praticable pour une chaise. Donc, on a également, dans le même registre, une version spéciale pour les malvoyants et une version spéciale pour les malentendants.
Donc l'idée, c'est d'être le plus universel possible, de façon à pouvoir apporter une solution de visite pour tous les publics. Alors, je voudrais vous emmener dans un endroit très différent, mais c'est pour faire avec vous le tour de la question. Je voudrais vous emmener au château de Fontainebleau et vous montrer un autre histopade, celui du musée chinois du château de Fontainebleau. Alors le musée chinois du château de Fontainebleau, c'est un musée dans le musée, enfin c'est il y a plusieurs musées à Fontainebleau dans le château, et donc le musée chinois, c'est la collection d'antiquités asiatiques de l'impératrice Eugénie et de son mari Napoléon III, présentée par elle-même dans un musée qu'elle a voulu elle-même pour pouvoir... alors je vous montre l'intro, on choisit sa langue, vous avez vu au passage les 12 langues, c'est très simple, on choisit son drapeau, tout le monde y arrive, on démarre, et là on va expliquer, alors en français ici, où il faut aller, parce que Fontainebleau, vous reconnaissez, c'est quand même très grand, beaucoup des visiteurs de ce musée sont chinois ou asiatiques, et donc il faut les orienter pour leur expliquer que toute la visite de Fontainebleau est possible, mais qu'en particulier le musée chinois, il se trouve au bout de l'aile Louis XV, là où le couple impérial installe ses appartements deuxième moitié du XIXe siècle, et où Eugénie décide d'installer sa collection dans son musée, au départ réservé à ses invités. Alors on y arrive. Alors je vais passer l'intro. Et donc je déambule à Fontainebleau avec mon histopade, je me rends au musée chinois et je vais rentrer à l'intérieur. Et à ce moment-là, je suis automatiquement géolocalisé et automatiquement, on va m'afficher ce que je vois. C'est-à-dire que là, ce que je vois ici, c'est la salle où je me trouve. Alors là, ce n'est pas une reconstitution 3D. Là, c'est de la photo. D'accord ? Donc c'est la représentation très exacte, fidèle à la réalité. Et je vais pouvoir interroger ce qui m'entoure. Et donc, par exemple, cette seule vitrine, contient plus de 200 objets, je dirais tous intéressants et beaux, mais l'accrochage, entre guillemets, la scénographie est d'époque, on ne peut pas y toucher, hein, on est dans un ensemble Second Empire, qui est une période room, et donc il est très difficile d'aller voir la totalité de ces objets tels qu'ils sont mis dans cette vitrine qui est trop haute, qui n'est pas éclairée, etc. Donc là, l'idée, ça va être déjà d'apporter un peu de lumière, de permettre de s'approcher, et puis pourquoi pas de me demander qu'est-ce que c'est que ça, ou bien qu'est-ce que c'est que ça. Et là, on peut interroger à peu près tout ce qu'on voit, hein, et avoir dans ma langue la réponse. Imaginez faire ça pour tous ces objets sous forme de petites étiquettes ou autres, et imaginez le faire en 12 langues. Dans cette vitrine, il y avait notamment un objet qui malheureusement a été cambriolé en 2015, hein, vous savez que le musée a souffert d'un vol, et qui était la réplique de la couronne de Siam, offerte, on l'a vu tout à l'heure pour les experts dans le tableau, offerte au couple impérial par une ambassade, enfin c'était une cérémonie extraordinaire, et la voilà. Alors ça c'est en 3D, c'est-à-dire qu'elle n'est plus là, mais elle revient par le biais de la 3D, donc c'est une réplique 3D reconstituée d'après photo, parce que l'objet n'avait pas été numérisé, et donc c'est une œuvre de création, hein, artistique à partir d'éléments pour arriver à vous présenter quelque chose qui soit le plus fidèlement, qui représente le plus fidèlement l'objet disparu. Et là on va travailler bien sûr de concert avec l'équipe de conservation, toujours avec un comité scientifique qui valide la totalité de notre travail. Donc Histovery produit les contenus, mais ils sont tous validés par le comité scientifique ad hoc, hein. Et si ce n'est pas validé, on doit corriger ou recommencer jusqu'à ce que ça le soit. Donc il y a un niveau d'exigence dans la rigueur scientifique qui est très élevé, puisqu'on n'est pas jugé partie de notre travail. Et quand on a des objets comme ça, pour la petite histoire, là on a dû aller à Taïwan, trouver un objet très similaire, pas tout à fait le même, mais très similaire, pour pouvoir avoir une idée plus précise des volumes. Ensuite, on a dû faire appel à ceux qui l'avaient vu, parce que nous, on ne l'avait pas vu, et il n'y avait que des photos, et des photos en noir et blanc, donc c'est pas terrible. Et donc, comment faire pour le reconstituer, etc. Et arriver à quelque chose qui, à la fin, le conservateur nous dit, c'est formidable, j'ai l'impression que c'est lui. Bon. Donc, ou elle. Autre exemple, ici, je suis devant un encensoir. Alors, les encensoirs,
ces objets très sacrés qui sont dans les temples, et ils sont par paires. Donc qu'est-il advenu de l'autre? Je peux demander à l'objet de me raconter son histoire et comprendre que, à la demande de l'impératrice, l'autre encensoir est transformé en lustre pour éclairer le musée. Donc ça, c'est la petite histoire, c'est anecdotique, mais les visiteurs adorent ça. Et maintenant, s'ils lèvent la tête, ils vont découvrir ce lustre qu'ils n'avaient sans doute pas repéré, qui se trouve au-dessus. Et donc, on y va. Si je regarde au-dessus de moi, il est là. Voilà. Autre exemple, peut-être plus spectaculaire. Vous voyez cet objet ici, c'est sans doute l'objet, pardon, j'ai zoomé un peu vite, voilà, il est là. C'est sans doute l'objet un des objets les plus sacrés, encore une fois, de la collection. C'est un stupa tibétain qui provient de l'ancien palais d'été de Pékin. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, l'ancien palais d'été de Pékin, il n'existe plus. Il a été détruit pendant les guerres de l'opium par les armées franco-britanniques dans les années 1860-61. Et si vous allez à Pékin, aujourd'hui, c'est un jardin public. Il n'y a plus rien. Alors ce stupa qui est rapporté par l'armée française et offert à l'impératrice, il est là. Et vous voyez peut-être le petit Bouddha à l'intérieur. Et donc, l'idée maintenant, devant cet objet qui peut nous laisser relativement froid, on ne sait pas ce que c'est, bon, on ne comprend pas tout ça, eh bien, si c'était l'objet qui nous emmenait finalement chez lui et à son époque. Alors on y va. Donc là, je clique sur l'objet. Et c'est lui-même qui va m'emmener donc au palais d'été de Pékin, avant la destruction de celui-ci, donc en 1860. Et je le trouve remis en scène. Il y en avait d'ailleurs une paire qui entourait les Bouddhas, l'autre se trouve au British Museum. Je vais pouvoir découvrir cette salle qui est entièrement reconstituée en 3D, toujours avec un comité scientifique qui valide ce travail, et interroger les détails qui pourraient m'intéresser, et même, si je veux avoir une idée plus complète, sortir à l'extérieur pour découvrir cet ancien palais d'été, avoir une idée peut-être un peu plus précise de ce que ça pouvait être, et comprendre en fait, ou en tout cas avoir une découverte qu'il s'agissait d'une espèce d'autre cité interdite absolument extraordinaire, un lieu très emblématique, important de la culture chinoise. Donc là, vous comprenez que le visiteur qui vient de faire ce voyage, son émotion et son intérêt pour l'objet qui est devant lui, sous vitrine ou de la collection, n'est plus du tout la même, n'a plus aucun rapport. L'engagement du visiteur va opérer du simple fait que vous réveillez sa curiosité. Et vous lui permettez de faire en même temps qu'il découvre. Donc, je voulais vous emmener à Fontainebleau pour vous montrer ce type de solution d'augmentation de la visite. Et je vais terminer par encore autre chose de très différent. J'ai fait exprès de prendre des choses très différentes. J'aurais pu vous emmener, alors on pourra le faire si vous voulez, je peux vous emmener à la conciergerie au 14e et au 18e, à la Révolution. Je peux vous emmener au Palais des Papes. Enfin, bon, j'ai plein de choses. Donc, là, je vous guide un peu de façon un peu choisie pour vous montrer plutôt, je dirais, toutes les options qui peuvent exister dans un travail de visite augmentée que nous faisons donc chez Discovery au service, toujours, vous l'avez compris, j'espère, du partenaire culturel. Donc, je vous propose que nous allions à l'imagerie d'Épinal. Donc, l'imagerie d'Épinal, c'est un tout petit musée qui est aussi un patrimoine vivant, puisque à Épinal, aujourd'hui, on a encore tous les jours une activité d'imprimerie qui va fabriquer, imprimer, des images. Donc, je vous y emmène, et par exemple, on va dans cette salle qui s'appelle la salle des techniques d'impression. Donc là, vous avez compris, j'ai mon histopad qui m'a été remis à l'entrée. Alors à Épinal, comme à Fontainebleau, comme à Avignon, l'histopad est inclus dans le prix de la visite, et donc tous les visiteurs l'ont. D'accord ? C'est le mode de visite, je dirais, normal ou par défaut du lieu. Donc je suis rentré dans l'imprimerie. Une partie de l'imprimerie est un atelier d'impression toujours en activité, et une autre partie est un musée, qui est en fait un musée de l'histoire de l'imagerie d'Épinal, c'est-à-dire en gros des techniques d'impression depuis 300 ans,
puisque c'est la plus ancienne imprimerie toujours en activité en Europe. Alors, je suis dans l'imagerie, j'ai mon histopad, s'affiche à l'écran ce que je vois, ce qui est littéralement autour de moi, et pour le coup, là, la scénographie a été impactée par cette mise en œuvre, on a travaillé ensemble, et si je m'approche d'une vitrine, vous verrez qu'il n'y a plus du tout de texte, nulle part. Pourquoi? Parce que le texte, il est dans la tablette. Pourquoi? Parce qu'il est dans ma langue. Et donc, ça facilite énormément toutes les possibilités ensuite de compléter ce texte, corriger ce texte, le mettre à jour, etc. en autant de langues que l'on souhaite le faire. Et puis, ça aère et ça rend très élégant souvent la présentation. Autre chose, cet objet qui est devant moi, il est inerte. Bon, c'est une machine à imprimer, on va aller la voir. Qu'est-ce que c'est? C'est une presse à bras, dite presse Gutenberg. Ah. Alors cette presse à bras, je l'ai maintenant en 3D, et en 3D que je peux manipuler. Et on me dit, passez le rouleau encreur sur la matrice en bois. C'est quoi la matrice en bois? Ça doit être ça? Ok. Alors on y va. Alors je passe le rouleau encreur. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Posez la feuille. Ok. Rabattez le tympan. Ok. Tournez la manivelle. Tirez le levier. Tournez la manivelle. Alors vous voyez que je peux toujours bouger le truc dans tous les sens pour le voir sous toutes les coutures. Soulevez le tympan. Ok. Et là, retirez la feuille imprimée en noir. Bim. La voilà. Je viens d'imprimer, nous venons d'imprimer ensemble, avec une presse à bras Gutenberg, une image. L'expérience du visiteur n'a plus rien à voir avec le fait de... Enfin, en le faisant, vous le comprenez aisément. J'ai compris à quoi servait la machine, j'ai compris comment elle fonctionnait, je l'ai fait moi-même, donc je suis content. Donc la visite est d'autant plus engageante. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, je peux aussi... Cette presse à bras, dite Gutenberg, est classée monument historique. Notre traditionnel commentaire audio qui est toujours disponible dans ma langue. Bon. Je terminerai parce que après ça va être des choses que vous avez déjà vues, mais par exemple ici je ne peux pas aller au sous-sol, alors on peut y aller quand même, et c'est la cave d'Épinal avec le trésor d'Épinal, c'est-à-dire les 6000 pierres lithographiques qui racontent toute l'histoire de l'imagerie et qui sont toutes monuments historiques et qui sont protégés là. Et qui sont, voici le trésor de l'imagerie. Et qui sont donc accessibles maintenant par l'histopad. Et puis, on a parfois besoin d'un discours linéaire. On a parfois besoin de délivrer un message dans un ordre précis. C'est le projet du musée. Et à ce moment-là, on va utiliser, par exemple, le film ou l'animation. Et par exemple, ici, si je vais là, j'ai des épisodes... 1880 à nos jours, apogée, déclin et renaissance. Donc là, j'ai une petite séquence d'1 minute 30. À partir des années 1880, l'éditeur parisien Gaston Luc développe une image au service du progrès industriel et des marques. La réclame est née à Épinal. À l'aube du XXe siècle, la production de l'imagerie est connue dans le monde entier. Les ateliers s'équipent d'une machine révolutionnaire, l'Aquatype, capable de colorier 500 images à l'heure en 9 couleurs. Parmi les sujets les plus diffusés, les pantins, les théâtres de papier, les constructions, puis les sujets militaires, quand la Première Guerre mondiale... Bon, c'est passionnant. Mais... Donc là, c'est quoi? C'est une animation 2D que nous avons produite à partir des images. Et donc nous allons faire cette animation, c'est du dessin animé, à partir d'images d'Épinal. Donc vous avez le fond et la forme, c'est-à-dire qu'on raconte l'histoire d'Épinal en animant ces images. On va avoir à plusieurs occasions la possibilité de transmettre comme ça un temps fort. Alors promis, j'ai presque fini, mais je vous emmène dans une autre salle. On va à l'atelier. Alors, l'atelier, quand vous êtes visiteur à Épinal, vous arrivez par l'escalier bleu là, qui est au fond. Donc vous arrivez par l'escalier, vous allez sur la passerelle. Et puis vous repartez par l'escalier au fond. Voilà. Sauf que la plupart du temps, les visites se font le week-end. Et que le week-end, quand vous arrivez et que vous êtes visiteur et que vous regardez l'atelier, vous voyez ça. Alors on vous a parlé de patrimoine vivant, d'impression en marche, d'images tous les jours, et
un peu décevant. Alors comment faire à ce moment-là pour faire vivre l'atelier et faire comprendre aux visiteurs qu'il est dans un lieu de patrimoine vivant? Eh bien par exemple, et là vous allez voir qu'on utilise encore un autre média qu'on va produire aussi. Cette machine, qu'est-ce que c'est? La pédalette Là, on est va encore utilisée faire appel à la aujourd'hui vidéo. pour découper les pochoirs. Et on va venir en semaine Une fine lame de scie filmer fixée avec un système de ressort. un et ouvrier mise en mouvement de en l'atelier pédalant. d'impression, On déplace filmer le les gestes, pochoir filmer les en techniques qui nous suivant les intéressent contours des parties pour à véhiculer le Cette contenu découpe artisanale intéressant de autour de pochoir cet objet. nécessite patience, précision et beaucoup de concentration. Là, vous voyez, c'est une séquence d'une À minute. chaque couleur correspond un pochoir. Donc, c'était pour illustrer ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le parcours de visite augmentée, on va pouvoir utiliser des médias très différents. Et c'est pas fini parce que en fait, c'est une histoire qui s'étoffe de projet en projet. Avignon qu'on vient de lancer, Avignon, c'est donc le Palais des Papes reconstitué au XIVe siècle à la splendeur, à l'apogée de la cour pontificale. Absolument extraordinaire la richesse des intérieurs reconstitués. Et là, on a rajouté aussi les jardins pontificaux, que vous allez pouvoir voir par la fenêtre. Alors, vous n'allez pas sortir dehors, etc., parce que ça n'existe plus, c'est pas accessible, etc., mais vous allez, de l'intérieur, avoir à de nombreuses reprises la possibilité de voir dehors et de découvrir le passé aussi des jardins reconstitués. Le prochain projet, ce sera le musée Airborne de Sainte-Mère-Église, donc le musée des troupes parachutistes américaines qui vont libérer Sainte-Mère et mener la bataille de Normandie à partir de la nuit du 6 juin 1944. Bon, là, on va pousser le bouchon aussi vers l'introduction de personnages dans les décors et la possibilité de faire revivre des séquences historiquement validées que l'on a pu reconstituer d'après des films d'archives. Donc là, c'est le film d'archives qui nous donne exactement l'emplacement des différents personnels ou matériels de la bataille, etc., et qui nous permet d'être très juste dans la reconstruction en 3D ensuite de certains épisodes importants que l'on va vouloir proposer aux visiteurs de revivre quand il est face à certains éléments de la collection qui en proviennent. Alors, j'espère que pour vous, maintenant, il y a une vision peut-être un peu plus concrète de qu'est-ce que ça peut être une visite augmentée quand je suis dans un musée ou et dans un monument. Il y a une partie cachée de l'iceberg que je peux vous montrer et qui est réservée aux partenaires institutionnels. Donc ça va plus intéresser ceux parmi vous qui ont levé la main en premier tout à l'heure dans le cadre de la valorisation de leur site, et qui est en quelque sorte la connaissance du public que l'on peut obtenir par l'Histopad. Alors, comme on est allé à Chambord, je vous propose de vous montrer ça à Chambord. Donc je change de cheval. Voilà. Tiens, j'y pense jamais. Je laisse des trucs, des petites cartes, ceux qui sont intéressés. Après, c'est là. Et vous avez là mon email et vous avez mon téléphone aussi. Alors, c'est mieux si je reprends le micro ou non? Ah, ok. Donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est effectivement la partie plus invisible du dispositif et ce qu'il peut permettre à... aïe, 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 ça m'a... Pas Jojo, hein. Aïe, aïe, aïe. Oups. Ouais. Il n'a pas aimé. Attends. Bon. En fait, je vais me débrouiller comme ça. Je suis sur une interface d'administration. Alors, c'est des gros mots, hein, mais c'est tout simplement un site web professionnel réservé à Chambord. Donc, seul Chambord y a accès. Et Chambord peut y aller pour questionner et obtenir des statistiques sur ce qui se passe avec l'Histopad. Donc là, vous ne le voyez pas et je n'arrive pas à vous le montrer parce que tout est chamboulé en termes de taille d'écran. Vous, c'est pareil? Ouais.
Alors, comment on peut faire? Il faudrait que je redémarre tout, mais ça va être un peu long. En fait, ce que vous ne voyez pas, parce que là, il coupe l'écran, mais ce qu'on a maintenant, ce qu'on a à l'écran... Attends, je vais quand même essayer de faire ça. Peut-être être sympa. J'essaye un truc. Alors, non, ça n'a pas marché. Alors, ce que vous ne pouvez pas voir, c'est que ce qu'on fait en haut à droite de l'écran, c'est qu'on choisit les dates. Donc je choisis par exemple, alors là j'avais fait, je crois, de mémoire, j'avais fait le mois d'août, donc du 1er août au 31 août. Et ensuite je demande à la machine, enfin j'interroge les données utilisateurs qui sont stockées sur le cloud. Comment ça marche? J'ai oublié de vous l'expliquer tout à l'heure, pardon, donc je vais le faire maintenant. Mais la machine, elle est offline pendant la visite. Donc elle n'a pas besoin de Wi-Fi, elle n'a pas besoin de réseau Internet, elle n'a pas besoin de se connecter. Ce qui est un énorme confort pour tout le monde, et en premier lieu pour l'institution culturelle qui n'a pas à se soucier de comment amener le réseau et la bande passante suffisante dans toutes les, imaginez, 140 salles du château de Chambord. Donc on se débarrasse de ce problème. Et la machine est donc offline, c'est-à-dire que la totalité des contenus que vous allez consulter pendant toute la visite sont embarqués dans la machine. Pour autant, lorsque je vais restituer celle-ci à la fin de ma visite, donc je vais la mettre dans un rack, de rechargement, et à ce moment-là, nous pouvons connecter la machine à partir du rack. Plus parlant avec une image. Donc, vous avez là le comptoir des histopades à Chambord. Il y a aujourd'hui 700 histopades dans ce comptoir qui sont donc proposés à la location. Et quand les machines reviennent, elles sont mises en recharge électrique. Il y a des petits témoins lumineux pour permettre facilement de savoir si c'est prêt, si c'est vert ou rouge. Et puis, elles sont connectées. Et à ce moment-là, je vais pouvoir récupérer les données de la machine. Et là, je vais récupérer deux types de données. Je vais récupérer des données déclaratives. Par exemple, on a vu tout à l'heure que je pouvais donner mon adresse email. On a vu tout à l'heure que je pouvais mettre une note et un commentaire sur la visite. Et ça, c'est tout à fait optionnel. Bon. Et puis, je vais récupérer des données, alors là, plutôt systématiques, qui sont l'enregistrement bête, mais exhaustif, de ce qui se passe avec la machine. Et qui sont parfaitement anonymes, pour le coup. Hein, on est dans le respect, de la vie privée. Mais pour autant, on peut analyser les comportements. Et donc, on peut savoir qu'une machine est sortie en français à 14h52, qu'elle est d'abord allée dans l'escalier, puis dans la salle d'évocation de la chasse, qu'elle y est restée 2 minutes 38, puis qu'elle est ressortie, etc. La machine enregistre ce qu'elle fait. Et toutes ces données sont récupérées tout le temps, en permanence, pour être stockées sur le cloud, et elles appartiennent donc à l'institution, et l'institution va pouvoir les questionner avec l'interface web que je vais vous montrer maintenant, et obtenir donc des résultats statistiques. Donc effectivement, je vais aller sur la période, alors je vais le faire, parce que je n'arrive pas à le faire si je branche le truc, parce que je ne vois plus ce que je fais. Donc là, je vois ce que je fais. Donc je vais vous faire du 1er au 31 août 2017 à Chambord. Là, je lance la consultation. Et on va voir ce qui nous affiche. Et on va le regarder ensemble. Je pense qu'on pourra en voir une bonne partie ensemble, malgré tout. À moins que je puisse le faire là. Ah bah tiens, je peux le faire là, ça marche. Parce que là, il se trouve que cette machine, j'ai quand même une solution pour me connecter avec. Super. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je suis à Chambord. Donc, j'ai fait du 1er août. Donc, vous voyez, j'avais mon petit calendrier. J'ai fait du 1er août au 31 août. OK. Et j'ai obtenu à ce moment-là qu'il y avait eu 19 651 visites histopades en août.
Ce n'est pas le nombre des visiteurs du château de Chambord, hein, c'est le nombre des clients de l'Histopade pendant le mois d'août. J'ai une représentation de ces visites au quotidien et j'apprends que la durée moyenne de la visite, elle est de 2 heures, 17 minutes et 20 secondes. Durée moyenne. C'est à peu près 40 minutes de plus que sans l'Histopade, en moyenne. À peu près 45 minutes de plus que sans l'Histopade. J'ai les écarts, par exemple, je vois qu'il y a eu sur cette période 0,76% des visiteurs qui sont restés moins de 30 minutes. Ça, il faut le faire. Alors, après j'ai le livre d'or. Vous vous souvenez du livre d'or? Alors là, c'est quand même assez spectaculaire. J'apprends que 63% des visiteurs ont mis une note. Ils ne sont pas du tout obligés de le faire, hein. Donc quand vous avez 63% de vos visiteurs, ça vous dit déjà quelque chose en termes d'engagement. Et la note, elle est bonne, puisqu'elle est de 4,21 sur 5. Et ils sont 17% à avoir mis un commentaire. Alors là, je vous demande de me croire, c'est la fête. Et là, dans toutes les langues, hein. Et ça nous convainc, si vous voulez, au quotidien, qu'on rencontre de plein fouet l'attente du visiteur d'aujourd'hui. Et on en a des centaines, et c'est partout pareil. À la conciergerie, c'est pareil. À Avignon, c'est pareil. Croyez-moi. Tout ça, c'est bien sûr le début d'une base de données visiteurs, puisque on va voir leur profil. Et donc leur profil, à Chambord en août, ils étaient 56% à avoir pris la langue française, 7% l'allemand, 8% l'anglais, 8% l'italien, 7% l'espagnol, 5% le chinois, etc. Donc là, c'est en 12 langues. Et j'ai la progression des choix des langues mensuelles, l'évolution des langues mois par mois. Et alors là, c'est très intéressant. En août, 5885 visiteurs de Chambord, donc 29%, 30%, 29,95, 30% qui m'ont donné leur adresse email. C'est énorme. Donc pour ceux qui connaissent un peu le digital et comment ça fonctionne sur Internet, quand vous avez 30% de vos utilisateurs qui vous donnent leur adresse email, ça veut dire quelque chose aussi. Et ça, c'est le début d'une base de données pour Chambord qui va lui permettre de fidéliser son visitorat. Donc quand on parle de valorisation du patrimoine, on va maintenant aussi parler de techniques de communication, de promotion touristique, qui passe par préparer l'avant-visite et l'après-visite, autant que la visite. Donc, j'ai capté ces mails, et bien sûr, c'est gratuit pour Chambord, hein, et c'est tous les jours. Donc, c'est un trésor de guerre qui se constitue silencieusement. Alors après, j'ai une analyse des usages, et là, vous retrouvez le plan du château qu'on a vu tout à l'heure dans l'Histopade, sauf que maintenant, j'ai pour chaque espace la possibilité d'avoir dans le détail. Alors je vais aller au 2e étage, on était tout à l'heure à la salle de reconstitution non, pardon, où est-ce qu'on était? On était à la salle, je crois qu'on était au 2e, ouais, on était là, tac, on était là. Donc dans cette salle, les gens sont restés 3 minutes 40 secondes environ, en moyenne. Bon. Où est-ce qu'ils sont restés longtemps? C'est rouge. Tiens là, ils sont restés 25 minutes. Vous avez une petite idée pourquoi? Qui dit mieux? C'est le café. Comme quoi les vieilles recettes. Mais là, on peut le prouver. Donc, ensuite, alors j'ai tous les étages, j'ai toutes les salles, j'ai la possibilité. Et puis alors, imaginez, moi je suis par exemple responsable de la médiation culturelle ou chargé de l'accueil des publics. Je peux aller dans cet outil, je peux taper le week-end, le dimanche, les dates des vacances scolaires, je peux restreindre ça à un public chinois, je peux faire des tri croisés, je peux tirer de l'intelligence de ces données, ce qu'on appelle le big data. Et puis maintenant, l'intelligence artificielle. Alors, attendez, c'est du small big data et il n'y a pas beaucoup d'intelligence, mais il y a de la donnée. Bon. Alors, mais cela dit, ça arrive dans la culture, ce faisant. Et alors après qu'on ait vu où on était allé, on va nous dire ce qu'on a fait. Donc là, cet échantillon, toujours le mois d'août, ça c'est par type de contenu possible, le temps qu'il a passé. Donc par exemple ici, les salles en visite augmentée, ça c'est les salles au présent
vous savez, quand on est au présent et qu'on peut cliquer sur les tableaux, les tentures, etc., eh bien, le visiteur, il y a passé en moyenne 55 minutes et 21 secondes. Ensuite, pour toutes les catégories différentes de nature de visite, j'ai le hit parade, en quelque sorte, des contenus. Donc, par exemple, si on regarde les salles immersives, c'est les voyages dans le temps. Les voyages dans le temps, on en a fait un ensemble dans la chambre de Marguerite d'Angoulême. Alors, où est-ce qu'elle est? Le logis de Marguerite d'Angoulême, il est là. Et bien sur cette période, ils sont, hélas, seulement 49% à y être allés. Alors qu'ils sont ici 91% à être allés dans la salle basse. Donc, on apprend d'ailleurs qu'en moyenne, ils ont vu 4,92 immersions sur 9. Ils ont vu 5 salles au passé sur 9. Ils auraient pu en voir 9, ils en ont vu 5. C'est beaucoup lié au temps, et au temps qu'on a pour visiter Chambord. Et nous, ça devient aussi un outil très intéressant pour mesurer notre propre performance et préparer la prochaine version. Ce qui me permet de vous dire qu'une des vertus fondamentales de notre travail et l'intérêt fondamental du numérique, c'est la mise à jour. C'est la possibilité de faire évoluer la proposition en corrigeant ses défauts, en enrichissant encore plus ses contenus et en ajoutant des fonctionnalités nouvelles, je dirais, sans arrêt. Donc, chez Histovery et avec l'Histopad, nous nous engageons contractuellement dans tous nos projets à faire au minimum une mise à jour par an. À Chambord, en moyenne, on en a fait plus que 2 par an depuis qu'on y est, c'est-à-dire depuis juin 2015. Donc, notre approche du sujet, c'est que justement le digital est là avec tous ses avantages et notamment son évolutivité. Donc, on apprend tous les jours ce qui se passe, on peut réagir, corriger, proposer autre chose pour voir si c'est mieux. Donc, on le fait. Les objets interactifs. Et là, j'ai vraiment le hit parade exhaustif de tout ce qui est regardable, comme ça, à Chambord, dans la visite. La chasse au trésor. Alors là, c'est intéressant. J'apprends que 9318 visiteurs, c'est-à-dire 47% des visiteurs, ont commencé la chasse au trésor. Et sur les 47% qui ont commencé la chasse au trésor, 61% l'ont fait en entier. On a trouvé 8 pièces. Donc 61 de 47 pour les bons en maths. Ça veut dire que vous avez quand même plus d'un quart des visiteurs qui font toute la chasse au trésor. Ce qui est bien la preuve que ce n'est pas que pour les enfants. Ça marche plus, non? Ça marche plus un troisième? C'est la batterie? Pardon, merci beaucoup. Pardon, j'espère que vous m'avez entendu, donc au fond. Bon, merci. Alors, rapidement, parce que l'heure tourne, je sais jusqu'à quelle heure on a en fait? Comment? Il reste 2... Non, sans blague. Alors pour les questions, ça va être short. Je voulais juste vous montrer, quand on récupère le mail du visiteur, on va pouvoir lui envoyer un premier mail de remerciement. Par exemple, je vous emmène un mail de remerciement, par exemple, à la conciergerie de Paris. Voilà, donc je vous emmène dans ce mail que vous allez recevoir quelques heures après votre visite, puisque j'ai récupéré votre adresse email que vous avez bien voulu me donner. Donc, je sais que vous êtes le choix de votre langue, par exemple, donc je vous envoie un email dans votre langue, bien évidemment. Et je retranscris les éléments du livre d'or que vous avez peut-être laissé. Donc en l'occurrence là, c'est moi, j'ai mis 5 étoiles. Bon. Merci pour cette visite inoubliable. Bon. Et alors là, on me dit, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, sur Twitter, sur TripAdvisor, etc. Et là, on retrouve le côté online et l'intérêt du social media derrière le digital. Et là, c'est moi qui ai reçu mon mail, donc je suis sur ma machine avec tous mes codes et tout ça, ça marche. Donc oui, d'accord, je vais le tweeter. Donc si je clique, là j'ai fait Facebook. Si je clique sur Facebook, il va m'emmener sur Facebook. Si ma connexion sur cette machine ici marche, et il va me permettre. Bon, alors là, je vais pas le faire devant vous. Pardon. Attends. Twitter, c'est moins indiscret. Allez. Voilà. Donc il m'emmène sur Twitter.
Et bim, il me recopie direct ce que j'ai déjà dit dans le livre d'or. A priori, je suis d'accord avec moi-même. Et il rajoute le hashtag automatiquement. Il n'y a qu'à tweeter, il n'y a qu'à cliquer, en un clic. Donc là, vous transformez votre visiteur d'un jour en ambassadeur sur les réseaux sociaux. Et le but du jeu, c'est de faciliter à l'extrême cela. Hein. Et donc derrière, la possibilité de bénéficier d'un buzz, d'une e-réputation, etc. Alors pareil, derrière, je vais lui proposer de télécharger un cadeau parce qu'il a gagné la chasse au trésor. Ça, c'est pour les enfants, ils peuvent l'imprimer à la maison, le colorier, etc. Vous avez pu demander une recette médiévale aux cuisines. Là, c'est à la conciergerie. Un souvenir. Découvrez ici nos prochains événements. Là, je renvoie le visiteur sur le site de la conciergerie à la page des actualités. Et donc, il va pouvoir être tenu informé si ça l'intéresse de ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'est un aperçu un peu rapide, mais assez complet de la possibilité d'augmenter l'expérience du visiteur avec une visite augmentée à la Istovery, donc ce que nous faisons. Nous ne faisons que ça, nous sommes des spécialistes maintenant de cela. Nous avons équipé à ce jour 6 sites d'une solution de visite augmentée, donc d'un Istopad, et nous prévoyons d'en lancer déjà plusieurs pour l'année qui vient. Et je vous remercie beaucoup de votre attention et je me tiens à disposition pour les questions. Je vais rester un peu vu que j'ai pris tout le temps de parole. Voilà, merci.